Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce que vous allez entendre est arrivé à un routier nommé Ronan Kellner lors d'une tempête de verglas qui a transformé une livraison de routine en quelque chose qu'il ne peut toujours pas expliquer pleinement. Avant de commencer, je dois vous dire que Ronan n'est pas le genre d'homme à s'effrayer facilement. Il conduisait à travers le pays depuis près de 20 ans, transportant tout, de l'électronique au bois, dans certaines des conditions hivernales les plus brutales que les États du Nord pouvaient lui imposer. C'était un homme qui avait conduit dans des tempêtes de neige où l'on ne voyait pas à 5 pieds devant son capot, qui avait navigué sur des plaques de glace noires sur des cols de montagne à 3 heures du matin, et qui s'était arrêté pour aider des automobilistes en détresse par moins 30 degrés Celsius sans hésiter une seconde. Mais ce qui est arrivé à Ronan sur l'Interstate 94, dans le Dakota du Nord, en février 2023, était différent de toute urgence météorologique qu'il avait jamais rencontrée. Ce n'était pas la glace qui l'avait perturbé. Ce n'était pas le vent qui faisait osciller sa remorque comme un pendule. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui l'a amené à se demander si les routes que nous empruntons chaque jour sont toujours les mêmes, ou si parfois elles mènent à des endroits qui ne devraient pas exister. Ronan transportait du matériel agricole du Minnesota au Montana, avec environ 4 heures de retard en raison des retards causés par la tempête à la plateforme de distribution. La tempête de verglas s'était intensifiée toute la journée, l'un de ces systèmes de février qui balaie les plaines et transforme tout en patinoire. Lorsqu'il s'est engagé sur l'île 94 en direction de l'ouest, juste après Fargo, la température était tombée à moins 13 degrés Celsius, et la pluie verglaçante recouvrait l'autoroute de couches de glace transparentes et mortelles. Il avait enchaîné ses pneus avant de quitter l'aire de repos, vérifier l'arrimage de sa cargaison et appeler sa femme pour lui dire qu'il prendrait son temps. Ronan était prudent et professionnel, le genre de conducteur qui savait que rentrer chez soi vivant était plus important que de respecter les délais. Son plan était de rouler à environ 65 km/h, de rester sur la voie de droite et de garder une distance généreuse entre lui et les autres véhicules assez stupides pour être sur la route dans ces conditions. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres véhicules. À 21 h ce soir-là, Ronan n'avait pas vu un seul autre véhicule depuis près de 50 km. Pas de camion, pas de voiture, pas même une patrouille routière. La route était vide, à l'exception de la glace, de l'obscurité et du vent qui hurlait à travers les terres agricoles plates de chaque côté de l'interstate. Ses phares perçaient la pluie verglaçante, créant un tunnel de lumière qui semblait être la seule illumination dans le monde entier. C'est alors que Ronan a remarqué pour la première fois le marqueur kilométrique. Il est apparu dans ses phares comme n'importe quel autre marqueur. Un panneau vert réfléchissant sur un poteau métallique indiquant le numéro 127. Rien d'inhabituel à cela. Il avait emprunté ce tronçon de l'île 94 des dizaines de fois et connaissait bien les marqueurs. Le marqueur 127 signifiait qu'il était à peu près à mi-chemin entre Fargo et Bismarck, en plein cœur de nulle part. Mais alors que Ronan continuait de rouler vers l'ouest à une vitesse constante de 65 km/h, il a commencé à ressentir une étrange impression. Le paysage autour de lui ne changeait pas comme il aurait dû le faire. Il observait un groupe distinctif de silos à grains sur sa droite, peut-être à un quart de mile de l'autoroute. Ces silos auraient dû disparaître derrière lui après 1 ou 2 minutes de conduite. Au lieu de cela, il semblait garder le même rythme que son camion, restant à la même distance peu importe la distance parcourue. Ronan a secoué la tête et a attribué cela aux conditions météorologiques. Les tempêtes de verglas pouvaient jouer des tours à la perception de la profondeur, faire paraître les distances différentes de ce qu'elles étaient réellement. Il s'est concentré sur la route devant lui et a essayé d'ignorer les silos, mais ensuite il a revu le marqueur kilométrique. Le marqueur 127 est réapparu dans ses phares exactement comme avant. Même surface réfléchissante verte, même poteau métallique, même numéro. Il a vérifié son odomètre. Selon le compteur kilométrique, il avait parcouru 3,7 km depuis qu'il avait vu pour la première fois le marqueur 127. Mais le voilà de nouveau, ou du moins un autre marqueur avec le même numéro. Ronan a ralenti encore plus, jusqu'à environ 50 km/h, et a étudié le marqueur en passant devant. Il n'y avait rien d'inhabituel, rien qui puisse expliquer pourquoi il le voyait 2 fois. Peut-être une erreur du département des autoroutes, a pensé Ronan. Peut-être que quelqu'un avait installé 2 marqueurs avec le même numéro par accident.
Cela arrivait parfois, des erreurs bureaucratiques créant des panneaux en double. Mais alors que Ronan continuait de rouler, il a revu le marqueur encore et encore. Chaque fois que son compteur kilométrique indiquait qu'il avait parcouru environ 3,2 km, le marqueur 127 réapparaissait dans ses phares. Les mains de Ronan se sont crispées sur le volant. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas une erreur bureaucratique. Il avait emprunté cette autoroute suffisamment de fois pour savoir que les marqueurs kilométriques étaient correctement espacés et numérotés. Quelque chose d'autre se passait. Quelque chose qui ne suivait pas les règles normales de la distance et de la géographie. Il a essayé sa radio CB, parcourant les canaux pour voir s'il y avait d'autres conducteurs dans les parages. Le canal 19 était généralement animé, même au milieu de la nuit. Des routiers parlant des conditions météorologiques, des dangers sur la route et du café des aires de repos. Mais ce soir-là, la radio était complètement silencieuse, à l'exception de rares rafales de parasites qui ressemblaient presque à des voix si on écoutait attentivement. Ronan a pris son micro. Ici, le conducteur en direction de l'ouest au marqueur kilométrique 127 sur l'île 94 dans le Dakota du Nord. Quelqu'un me reçoit? Rien que des parasites. Il a réessayé sur le canal 17, puis sur le canal 9. Même résultat. C'était comme si tous les autres conducteurs du monde avaient simplement disparu, laissant Ronan seul sur une autoroute vide qui ne menait nulle part. C'est alors que Ronan a remarqué le panneau de sortie. Il est apparu soudainement dans ses phares. L'un de ces petits panneaux bleus indiquant une aire de repos ou une route de service. Le panneau montrait une flèche pointant vers la droite et les mots au point de vue panoramique à 1 mile. Ronan avait emprunté ce tronçon de l'île 94 d'innombrables fois et n'avait jamais vu de point de vue panoramique près du marqueur kilométrique 127. C'était une terre agricole plate. Rien de panoramique à cela. Aucune raison pour un point de vue, mais le panneau était là, aussi réel et solide que n'importe quel autre panneau routier. La première réaction de Ronan a été de l'ignorer et de continuer à rouler. Mais alors qu'il approchait de ce qui aurait dû être la bretelle de sortie, il a vu quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Il y avait des traces de pneus dans la glace et la neige fraîche, des traces récentes qui menaient de l'autoroute à la bretelle de sortie. Quelqu'un d'autre avait pris cette sortie au cours de la dernière heure ou deux, assez récemment pour que les traces n'aient pas été complètement recouvertes par la glace qui tombait. Ronan a pris une décision qui le remettrait en question pour le reste de sa vie. Il a tourné sur la bretelle de sortie, suivant les traces de pneus. Peut-être que celui qui avait laissé ces traces avait trouvé un endroit pour attendre la fin de la tempête. Peut-être qu'il y avait une aire de repos ou un relais routier que Ronan avait oublié. Ou peut-être, et cette pensée lui a noué l'estomac, quelqu'un était en difficulté et avait pris cette sortie à la recherche d'aide. La bretelle de sortie tournait vers la droite, s'éloignant de l'interstate et plongeant dans l'obscurité. Les phares de Ronan ont révélé une route à 2 voies qui avait été récemment déneigée. La neige et la glace étaient poussées sur les côtés en banc net. La surface de la route était toujours dangereuse, mais praticable. Les traces de pneus continuaient devant, menant plus profondément dans l'obscurité. Ronan a roulé lentement, surveillant ses rétroviseurs pour garder l'interstate en vue. Mais alors que la bretelle de sortie tournait, l'autoroute a disparu derrière lui, cachée par le terrain et le rideau de pluie verglaçante. En moins d'1 minute, Ronan ne pouvait plus voir l'interstate du tout. Il était sur une route qui n'apparaissait sur aucune carte, suivant des traces de pneus qui pouvaient appartenir à un autre conducteur égaré ou à quelque chose d'autre entièrement. La route a continué sur environ 3,2 km, serpentant à travers des terres agricoles qui semblaient étranges dans la lueur des phares de Ronan. Les champs étaient recouverts de glace et de végétation morte. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans les motifs. Les sillons dans les champs ne couraient pas en ligne droite comme ils auraient dû le faire. Au lieu de cela, ils courbaient et spiralisaient de manière qui n'avait aucun sens agricole. Les poteaux de clôture le long de la route étaient inclinés à des angles étranges, comme si le sol en dessous avait bougé ou s'était affaissé de manière inégale. Puis Ronan a vu le bâtiment. Il est apparu soudainement alors qu'il atteignait le sommet d'une petite colline, une structure qui ressemblait à un mélange d'aires de repos et de petits relais routiers. Il y avait un parking avec de la place pour peut-être une douzaine de camions, un bâtiment d'un seul étage avec de grandes fenêtres qui montraient de la lumière à l'intérieur, et même une station-service avec 2 pompes. Tout l'endroit était éclairé comme s'il était ouvert pour les affaires. Une lumière chaude se déversait sur le parking recouvert de glace. Mais quelque chose semblait faux dès que Ronan l'a vu. Le bâtiment semblait ancien, pas seulement usé par les intempéries, mais réellement dépassé. L'architecture n'était pas celle d'une aire de repos moderne,
mais plutôt quelque chose des années 1970 ou du début des années 1980. Les pompes à carburant étaient anciennes aussi. Le genre avec des cadrans mécaniques à chiffres au lieu d'affichage numérique. Et les camions sur le parking étaient tous des modèles plus anciens, le genre qu'on ne voyait plus beaucoup sur les routes. Ronan a garé son camion près de l'entrée du bâtiment et s'est assis un moment, essayant de décider quoi faire. Chaque instinct lui disait de faire demi-tour et de trouver son chemin pour retourner sur l'autoroute. Mais la tempête s'aggravait. Le vent faisait osciller sa remorque malgré les chaînes et le poids de sa cargaison. Si c'était une vraie aire de repos, ce serait peut-être judicieux d'attendre le pire de la tempête avant de continuer. Ronan a attrapé sa lampe torche et le combiné de sa radio CB, puis est descendu de sa cabine. Le froid l'a immédiatement frappé, un vent brutal qui transportait des aiguilles de glace et traversait sa veste épaisse comme si elle n'était pas là. Il a relevé sa capuche et s'est dirigé vers le bâtiment, ses bottes craquant sur l'asphalte recouvert de glace. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ronan l'a poussée et est entré dans la chaleur et la lumière. L'intérieur du bâtiment ressemblait à une capsule temporelle des années 1980. Il y avait une petite section de magasins de commodités avec des étagères en fil métallique remplies de snacks et de boissons, une station de café avec l'une de ces vieilles machines à percolateur, et une zone de repos avec des chaises et des tables en plastique qui semblaient provenir d'une cafétéria des années 1980. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Aucun employé derrière le comptoir, aucun routier buvant du café dans la zone de repos, personne du tout. Les lumières étaient allumées. Le café était en train de couler et remplissait l'air d'un arôme frais. Mais l'endroit était complètement vide. C'était comme si tout le monde était parti pour un instant et allait revenir. Ronan a appelé « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» Sa voix a résonné dans l'espace vide, mais il n'y a eu aucune réponse. Il a traversé le bâtiment, vérifiant les toilettes et une petite zone de bureau derrière le comptoir. Tout était propre et entretenu, mais il n'y avait aucun signe de présence humaine. C'est alors que Ronan a remarqué les détails qui ne collaient pas. Les produits sur les étagères étaient tous des marques qui existaient encore, mais les emballages étaient anciens. Les barres chocolatées avaient des emballages qui avaient été abandonnés des années auparavant. Les sodas dans le réfrigérateur étaient dans des bouteilles qui n'étaient plus utilisées depuis les années 1990. Les magazines sur un petit présentoir près du comptoir dataient de février 1987. Ronan a pris l'un des magazines, une publication de l'industrie du camionnage. La couverture montrait un nouveau modèle de camion introduit cette année-là, un camion que Ronan se souvenait avoir vu sur les routes lorsqu'il avait commencé à conduire. Le magazine semblait réel, les pages étaient nettes et l'encre était encore vive. Ce n'était pas un artefact ancien qui aurait traîné ici pendant des décennies. Il semblait frais, comme s'il venait d'être livré. Il a reposé le magazine et s'est dirigé vers la station de café. Le café dans la cafetière était chaud et frais, de la vapeur s'élevant de la surface. Ronan s'est versé une tasse et l'a goûté. C'était un bon café, meilleur que le café habituel des aires de repos. Mais toute la situation était si étrange que même un bon café ne pouvait pas le détendre. Ronan a décidé de vérifier les autres camions sur le parking. Peut-être que les conducteurs dormaient dans leur cabine, attendant la fin de la tempête. Il est retourné dehors dans le froid brutal et s'est dirigé vers le camion le plus proche, un vieux Peterbilt qui semblait avoir été construit à la fin des années 1980. La cabine était sombre, mais Ronan pouvait voir à travers les fenêtres assez clairement pour constater qu'elle était vide. Il a vérifié les autres camions un par un. Tous étaient vides, tous recouverts de glace, tous silencieux avec leurs moteurs éteints. Les cabines étaient verrouillées, mais Ronan pouvait voir assez à travers les fenêtres pour savoir qu'il n'y avait pas de conducteurs endormis à l'intérieur. Les camions avaient été abandonnés, ou leurs conducteurs étaient allés quelque part que Ronan ne pouvait pas trouver. Alors que Ronan vérifiait le dernier camion, un Freightliner avec des plaques du Montana, il a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang. Il y avait un carnet de bord posé sur le tableau de bord, visible à travers le pare-brise. Le carnet de bord était ouvert à une page datée du 14 février 1987. La date du jour était le 14 février 2023. Exactement 36 ans plus tard, jour pour jour. Ronan est resté debout dans la glace et le vent, fixant ce carnet de bord et essayant de comprendre ce qu'il voyait. Ce camion, comme tous les autres sur le parking, semblait avoir été garé récemment. La glace recouvrant le pare-brise était fraîche, peut-être âgée de quelques heures au plus, mais le carnet de bord montrait une date de 36 ans plus tôt. Il a sorti son téléphone pour prendre une photo du carnet de bord à travers le pare-brise, mais son téléphone n'avait pas de réseau.
Rien d'inhabituel dans le Dakota du Nord rural, mais frustrant. Il a réessayé sa radio CB, appuyant sur le micro et appelant quiconque pourrait écouter. Tout ce qu'il a obtenu était des parasites, et sous les parasites, quelque chose qui aurait pu être des voix, mais trop déformées pour être compris. Ronan est retourné à son propre camion, se déplaçant rapidement dans le froid. Il est monté dans sa cabine et a verrouillé les portes, puis s'est assis un moment, essayant de se réchauffer et de réfléchir à sa situation. Il avait trouvé une aire de repos qui n'apparaissait sur aucune carte, remplie de camions qui semblaient avoir été garés récemment, mais montraient des preuves d'être là depuis des décennies. Le bâtiment était ouvert et entretenu, mais complètement vide de personnes. La chose intelligente à faire était de partir immédiatement et de trouver son chemin pour retourner sur l'autoroute. Mais alors que Ronan a démarré son moteur et s'apprêtait à quitter le parking, il s'est rendu compte qu'il avait un problème. La route qu'il avait prise pour arriver ici avait assez tourné et sinué pour qu'il ne soit pas tout à fait sûr de la direction qui menait à l'autoroute. Dans l'obscurité et la tempête, sans repère visible et sans signal GPS, il serait facile de prendre la mauvaise direction et de se perdre encore plus. Ronan a décidé d'attendre jusqu'à l'aube, ou au moins jusqu'à ce que la tempête se calme suffisamment pour qu'il puisse voir à plus de 15 mètres. Il a éteint son moteur pour économiser du carburant et s'est installé dans sa couchette avec un sac de couchage et ses fournitures d'urgence. À travers son pare-brise, il pouvait voir le bâtiment de l'aire de repos, ses lumières brûlant toujours dans l'obscurité. Alors que Ronan essayait de se reposer, il a commencé à entendre des bruits à l'extérieur de son camion. Au début, il a pensé que c'était juste le vent et la glace, les sons normaux d'une tempête hivernale. Mais en écoutant plus attentivement, il s'est rendu compte que les sons étaient trop réguliers, trop intentionnels. Cela ressemblait à des pas, plusieurs ensembles de pas, écrasant la glace et la neige autour de son camion. Ronan s'est assis et a regardé par ses fenêtres, mais il ne pouvait voir personne. Le parking était aussi vide qu'avant, juste son camion et les 5 véhicules abandonnés. Mais les pas ont continué, faisant lentement le tour de son camion. Parfois, il s'arrêtait à sa porte et Ronan retenait son souffle, attendant un coup qui ne venait jamais. Puis les pas reprenaient, se déplaçant de l'autre côté de son camion. Cela a duré ce qui a semblé être des heures. Ronan est resté dans sa couchette, écoutant les pas invisibles faire le tour de son camion dans l'obscurité. Il a gardé sa radio CB allumée, écoutant tout signe d'autres conducteurs, mais tout ce qu'il entendait était des parasites et des éclats occasionnels de ce qui semblait être des voix parlant dans une langue qu'il ne pouvait pas identifier. Vers ce que Ronan estimait être 4 heures du matin, les pas se sont arrêtés. Le silence qui a suivi était d'une certaine manière pire que le son du mouvement. Ronan a attendu, écoutant, mais il n'y avait rien à part le vent et le grincement du métal recouvert de glace. C'est alors que sa radio CB a crépité, une voix claire et distincte, coupant à travers les parasites comme un couteau. Conducteur en direction de l'ouest sur le parking. Vous ne devriez pas être ici. Cet endroit n'est pas pour les vivants. Retournez sur l'autoroute tant que vous le pouvez encore. Ronan a attrapé son micro. Qui est-ce? Où êtes-vous? Mais la radio était redevenue silencieuse, n'offrant que des parasites en réponse. Il a essayé plusieurs fois de joindre celui qui avait parlé, mais il n'y a eu aucune réponse. La voix avait mentionné de retourner sur l'autoroute, ce qui suggérait qu'il y avait un moyen de sortir de cet endroit. Ronan a décidé qu'il n'allait pas attendre l'aube. Il a démarré son moteur, allumé tous ses phares et quitté le parking. Il a choisi la route qui semblait le plus susceptible de mener à l'Interstate. Même si, dans l'obscurité et la tempête, c'était surtout une question de devinette. Alors que Ronan s'éloignait de l'aire de repos, il a regardé dans ses rétroviseurs et a vu quelque chose qui le hantrait. Les lumières du bâtiment s'éteignaient une par une, comme si quelqu'un marchait à l'intérieur, éteignant les interrupteurs. En quelques secondes, tout l'endroit était sombre. Et à ce moment-là, avant que la dernière lumière ne s'éteigne, Ronan a cru voir des figures debout aux fenêtres, des dizaines d'entre elles, toutes regardant son camion s'éloigner dans la nuit. Ronan a conduit dans l'obscurité, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches. La route devant lui semblait différente maintenant. Ou peut-être avait-elle toujours été ainsi, et il ne l'avait tout simplement pas remarqué dans son empressement à trouver un abri. L'asphalte était fissuré et usé, avec des mauvaises herbes poussant à travers les fissures, comme si cette route n'avait pas été entretenue depuis des années. Les bancs de neige de chaque côté étaient plus hauts qu'ils n'auraient dû l'être, comme si cette route n'avait pas été déneigée depuis très longtemps, malgré le déneigement récent qu'il avait vu en arrivant.
Il vérifiait compulsivement ses rétroviseurs, guettant tout signe de l'air de repos derrière lui. Mais l'obscurité l'avait complètement englouti. Aucune lumière, aucun bâtiment, rien que le vide noir d'une nuit d'hiver dans les plaines. Le compteur de vitesse de Ronan indiquait qu'il roulait à environ 55 km/h, une vitesse raisonnable pour les conditions. Mais quelque chose ne semblait pas juste dans la façon dont son camion se déplaçait, comme si la route sous lui n'était pas tout à fait solide, ou comme si les lois de la physique ne fonctionnaient pas comme elles le devraient. La route tournait plus que Ronan ne s'en souvenait. Lorsqu'il était entré, c'était un trajet relativement droit avec seulement quelques courbes douces. Maintenant, elle semblait sinuer comme un serpent, chaque virage ne révélant que plus d'obscurité et plus de route devant lui. Le compteur de carburant de Ronan montrait qu'il avait brûlé environ un quart de réservoir depuis qu'il avait quitté l'aire de repos, ce qui était impossible. Il n'aurait dû utiliser qu'1 ou 2 gallons au maximum. Après ce qui semblait être une heure de conduite, Ronan n'avait toujours pas trouvé l'interstate. La route continuait simplement, le menant à travers un paysage qui semblait changer chaque fois qu'il le regardait. Parfois, les champs de chaque côté semblaient recouverts de neige fraîche. D'autres fois, ils semblaient avoir été brûlés ou empoisonnés, le sol noir et mort sous la glace. Ronan se disait que c'était simplement la tempête qui jouait des tours à sa perception, mais il savait mieux. Quelque chose n'allait pas avec cette route. C'est alors que les phares de Ronan ont capté quelque chose qui l'a fait freiner si fort que sa remorque a légèrement dérapé sur la glace. Il y avait un camion arrêté au milieu de la route devant lui. Un gros camion qui semblait être là depuis un certain temps. Le camion était recouvert de glace, mais sous la couche, Ronan pouvait voir qu'il s'agissait d'un Kenworth plus ancien, probablement des années 1980 d'après le style de la carrosserie. Ronan s'est approché lentement du camion, ses feux de détresse clignotant. Il a attrapé sa lampe torche et est descendu de sa cabine, se déplaçant prudemment sur la surface glissante de la route. Le froid était brutal, le genre de froid qui fait mal aux poumons quand on respire et qui engourdit la peau exposée en quelques secondes. Ronan a relevé son masque facial et s'est approché du Kenworth avec prudence. Le moteur du camion était éteint, la cabine sombre et silencieuse. Ronan pouvait voir à travers les fenêtres recouvertes de glace qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais ce qui a attiré son attention, c'était l'état du camion lui-même. La couche de glace n'était pas fraîche comme celle sur les camions de l'aire de repos. Il s'agissait de vieilles glaces, épaisses et cristallines, du genre qui se forment après des jours ou des semaines d'exposition à des températures sous le point de congélation. Ronan a fait le tour du camion, le faisceau de sa lampe torche coupant à travers la neige et la glace qui tombait. La remorque était une remorque sèche standard, ses portes fermées et scellées. La plaque d'immatriculation était du Dakota du Nord, mais les autocollants d'immatriculation étaient périmés. Selon le petit autocollant sur la plaque, ils avaient expiré en février 1987. Ronan a essayé la porte du conducteur et l'a trouvée déverrouillée. Il l'a ouverte avec effort, la glace se brisant et tombant en morceaux. L'intérieur de la cabine était gelé, du givre recouvrant chaque surface en motif cristallin élaboré. Les sièges étaient raides à cause du froid, le tableau de bord recouvert de glace. Mais ce qui a fait tomber l'estomac de Ronan, c'est ce qu'il a trouvé posé sur le siège passager. C'était un carnet de bord ouvert à une page montrant des entrées pour le 13 et le 14 février 1987. L'écriture était nette et précise, chaque entrée documentant soigneusement les kilomètres parcourus et le temps passé à conduire. La dernière entrée était datée du 14 février 1987 à 23h47. L'emplacement était indiqué comme étant le marqueur kilométrique 127 sur LI 94 en direction de l'ouest. La section des notes disait simplement « Trouvez la sortie du point de vue panoramique, cherche un abri contre la tempête ». Les mains de Ronan tremblaient alors qu'il photographiait la page du carnet de bord avec son téléphone. Même s'il n'avait toujours pas de réseau, il avait besoin d'une preuve, de quelque chose pour prouver qu'il ne perdait pas la tête. La date, l'emplacement, la note sur le point de vue panoramique. Tout correspondait exactement à sa propre expérience, mais ce carnet de bord datait de 36 ans. Ronan a regardé plus attentivement autour de la cabine et a trouvé d'autres objets qui racontaient une histoire. Il y avait un thermos dans le porte-gobelet, gelé solide. Un micro de radio CB accroché à son support, le câble raide à cause de la glace. Une photo de famille glissée dans le pare-soleil montrant un homme dans la trentaine avec une femme et 2 jeunes enfants. La photo était décolorée mais toujours visible sous une couche de givre. Sur le tableau de bord, partiellement recouvert de glace, se trouvait une carte de visite. Ronan a soigneusement gratté le givre et a lu le nom imprimé dessus. Dalton Cresthaven,
transport indépendant. Il y avait un numéro de téléphone avec un indicatif du Dakota du Nord et une adresse à Bismarck. Ronan est descendu du Kenworth et s'est tenu sur la route, essayant de comprendre ce qu'il avait trouvé. Ce camion était là depuis 1987, ou du moins les preuves suggéraient qu'il l'était. Le conducteur, probablement Dalton Cresthaven, avait pris la même sortie que Ronan, trouvé la même aire de repos, et avait ensuite mystérieusement disparu, abandonné sur cette route sans explication. Ronan a réessayé sa radio CB, appuyant sur le micro avec des doigts engourdis. Ici, le conducteur en direction de l'ouest sur la route de service près du marqueur kilométrique 127. J'ai trouvé un camion abandonné. Un Kenworth plus ancien semble avoir été ici depuis longtemps. Si quelqu'un peut m'entendre, j'ai besoin d'informations sur un conducteur nommé Dalton Cresthaven. Veuillez répondre. Les parasites sur la radio ont changé et se sont déplacés, et pendant un moment, Ronan a cru entendre des voix. Elles étaient faibles et déformées, comme si elles venaient de très loin, ou d'un temps différent. Il a tendu l'oreille pour essayer de distinguer les mots, mais ils étaient juste au-delà de la compréhension. Puis soudain, une voix est venue clairement. Ronan Kellner. La voix connaissait son nom. C'était une voix de femme, professionnelle et calme, avec un léger accent de quelqu'un qui avait grandi dans le Midwest supérieur. Ici, la centrale de la patrouille routière. Nous avons essayé de vous joindre. Quelle est votre position actuelle ? Ronan a ressenti une vague de soulagement le submerger. Enfin, un contact avec le monde extérieur. Centrale, ici Ronan Kellner. Je suis sur une route de service quelque part près du marqueur kilométrique 127 sur l'île 94. J'ai pris une sortie pour un point de vue panoramique pendant la tempête de verglas, et j'essaie de retrouver mon chemin vers l'autoroute. J'ai trouvé un camion abandonné ici, un Kenworth qui semble avoir été garé depuis très longtemps. Il y a eu une pause à l'autre bout, assez longue pour que Ronan se demande s'il avait perdu la connexion. Puis la voix est revenue et cette fois, elle semblait différente, moins certaine, plus prudente. Ronan, nous ne montrons aucune route de service ou point de vue panoramique près du marqueur kilométrique 127. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez autour de vous ? Ronan a regardé autour de lui le paysage sombre, la route recouverte de glace, le Kenworth abandonné silencieux dans ses phares. Je suis sur une route à deux voies, goudronnée mais en mauvais état. Beaucoup de glace et de neige. J'ai trouvé une aire de repos il y a environ 1 heure. Elle semblait dater des années 1980. Maintenant, je suis sur cette route en essayant de retrouver l'interstate et je suis tombé sur ce camion abandonné. Une autre longue pause. Lorsque la dispatchereuse a parlé à nouveau, sa voix avait pris un ton que Ronan ne pouvait pas tout à fait identifier. Peut-être de l'inquiétude, ou quelque chose de plus profond. Ronan, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je m'appelle Mavlan. Je suis la dispatchereuse principale de ce district, et je fais ce travail depuis 15 ans. Nous recevons des appels comme le vôtre peut-être une fois tous les quelques années. Des conducteurs qui prennent une sortie près du marqueur kilométrique 127 et se retrouvent sur des routes qui n'existent sur aucune carte. La gorge de Ronan s'est asséchée. Que voulez-vous dire, des routes qui n'existent pas ? Je veux dire exactement cela. La voix de Mav était ferme et professionnelle, mais Ronan pouvait entendre un sous-courant de quelque chose d'autre. La sortie du point de vue panoramique que vous avez prise n'existe plus depuis que le département des autoroutes l'a fermée en 1987. Il y avait une aire de repos exactement comme vous l'avez décrite, mais elle a été démolie il y a plus de 30 ans après que plusieurs conducteurs aient disparu dans la région. La bretelle de sortie a été enlevée, la route a été défoncée et toute la zone a été clôturée. Ronan a regardé le Kenworth abandonné devant lui, l'entrée du carnet de bord daté du 14 février 1987. Les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Le camion que j'ai trouvé appartient à quelqu'un nommé Dalton Cresthaven. Selon son carnet de bord, il a pris la sortie du point de vue panoramique le 14 février 1987. C'était la dernière entrée. Le silence à l'autre bout de la radio a duré si longtemps que Ronan a cru avoir perdu la connexion à nouveau. Lorsque Mav a parlé, sa voix était calme, presque révérencieuse. Dalton Cresthaven était l'un des conducteurs qui ont disparu. Son camion n'a jamais été retrouvé. L'enquête a conclu qu'il avait probablement quitté la route pendant la tempête de verglas et s'était retrouvé dans un endroit où l'épave ne pouvait pas être vue depuis l'autoroute. Mais ils ont cherché pendant des semaines et n'ont jamais rien trouvé. Ronan a senti le froid s'infiltrer plus profondément dans ses os,
et cela n'avait rien à voir avec la température à l'extérieur de son camion. Mav, je regarde son camion en ce moment même. Je regarde son carnet de bord. Il n'est pas là, mais le camion est là, et j'ai besoin de savoir comment sortir d'ici avant que ce qui lui est arrivé ne m'arrive aussi. Écoute-moi très attentivement, Ronan. La voix de Mav avait pris une urgence qui coupait à travers les parasites et le vent. Chaque conducteur qui a appelé depuis cette zone a décrit les mêmes choses que celles que tu vois. L'air de repos qui ne devrait pas exister. Les camions abandonnés, les routes qui ne mènent nulle part. La plupart d'entre eux finissent par retrouver l'interstate, mais pas tous. Et ceux qui ne reviennent pas, nous ne retrouvons jamais leur camion non plus. Alors, que dois-je faire ? Ronan entendait la panique dans sa propre voix et luttait pour la contrôler. La panique vous tue sur la route. Restez calme, pensez clairement. C'est ce qui vous maintient en vie. Les conducteurs qui sont revenus ont tous dit la même chose. Les mots de Mav sont venus lentement, comme si elle les choisissait très soigneusement. Ils ont arrêté d'essayer de trouver l'interstate et ont suivi la route où qu'elle les mène. Finalement, ils ont trouvé leur chemin pour revenir. C'est comme si la route voulait que vous terminiez un voyage avant de vous laisser partir. Je sais que cela semble fou, mais c'est le seul schéma cohérent que nous ayons trouvé. Ronan a regardé la route s'étendant devant lui dans l'obscurité, puis le camion de Dalton Crest Haven, gelé. Et qu'en est-il des conducteurs qui ne sont pas revenus ? Que leur est-il arrivé ? Nous ne savons pas. La voix de Mav était lourde de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité ou du chagrin. Les rapports officiels disent qu'ils ont probablement eu un accident quelque part dans un endroit isolé et que l'épave n'a jamais été retrouvée. Mais entre nous, je pense qu'ils sont toujours là. Toujours en train de conduire sur des routes qui n'existent pas, essayant de trouver leur chemin pour rentrer chez eux. Ronan a fermé les yeux un instant, luttant contre la peur qui menaçait de le submerger. Lorsqu'il les a rouverts, il avait pris une décision. D'accord, je vais continuer à conduire. Si cette route veut que je termine un voyage, je le terminerai. Mais Mav, j'ai besoin que tu restes sur ce canal. J'ai besoin de savoir que quelqu'un là-bas sait où je suis. Même si c'est un endroit qui ne devrait pas exister. Je serai là, Ronan. Je ne vais nulle part. Il y avait une chaleur dans la voix de Mav qui a apporté à Ronan un peu de réconfort. Et Ronan, tous les conducteurs qui sont revenus ont dit la même chose. Ne t'arrête pas. Ne quitte pas ton camion. Et quoi que tu vois ou entends là-bas, souviens-toi que ce n'est pas réel. Ce ne sont que des tours que la route te joue. Ronan voulait demander quel genre de tour elle voulait dire, mais il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Au lieu de cela, il est remonté dans sa cabine, a démarré son moteur et a recommencé à conduire. Il a manœuvré prudemment autour du Kenworth de Dalton Crest Haven, notant en passant que ses propres traces de pneus étaient les seules marques fraîches sur la route. Personne d'autre n'avait emprunté cet itinéraire depuis très longtemps. La route a continué à sinuer dans l'obscurité, et Ronan l'a suivi avec une détermination sombre. Son indicateur de carburant baissait plus vite qu'il ne l'aurait dû, montrant qu'il n'avait plus que la moitié d'un réservoir malgré la distance relativement courte qu'il avait parcourue. Ronan a pris note mentale de surveiller attentivement son carburant. Tomber en panne d'essence sur cette route fantôme serait une condamnation à mort. Alors qu'il conduisait, Ronan a commencé à remarquer d'autres choses qui n'allaient pas dans le paysage autour de lui. Les poteaux de clôture le long de la route n'étaient pas seulement inclinés. Ils étaient pliés à des angles qui suggéraient qu'une force énorme les avait poussés. Certains d'entre eux avaient été enfoncés dans le sol à l'envers. Les pointes enterrées dans la terre gelée tandis que les bases dépassaient dans l'air. Les arbres au loin semblaient bouger lorsqu'ils ne les regardaient pas directement. Leur position changeait légèrement chaque fois qu'ils jetaient un coup d'œil dans leur direction. Ronan a maintenu un dialogue régulier avec Mav sur la CB, décrivant tout ce qu'il voyait. Elle n'offrait pas d'explication, écoutait simplement et reconnaissait ses rapports. Cela aidait d'avoir une autre voix humaine sur laquelle se concentrer, quelque chose pour l'ancrer à la réalité lorsque tout autour de lui semblait glisser vers autre chose. Je vois un autre véhicule devant moi, a rapporté Ronan après environ 30 minutes de conduite. Ses phares avaient repéré la forme d'un camion garé sur le côté de la route. Celui-ci semblait plus récent que le Kenworth de Dalton Crest Haven, peut-être des années 2000 d'après le style de la carrosserie. C'est un Freightliner. Il semble être ici depuis quelques années, mais pas des décennies. Ne t'arrête pas pour enquêter. La voix de Mav était pleine « Les conducteurs qui sont revenus ont dit qu'ils continuaient à avancer quoi qu'ils voient.
Ceux qui se sont arrêtés pour enquêter, pour vérifier d'autres véhicules ou essayer d'aider, ce sont ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Ronan a senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il a dépassé le Freightliner sans ralentir, mais il n'a pas pu s'empêcher de regarder en passant. Le camion était vide, recouvert de glace, et il y avait une figure debout à côté. La figure était immobile, debout là dans le vent et la glace glaciale comme une statue. Ronan ne pouvait pas distinguer de détails dans l'obscurité, mais il pouvait voir assez pour savoir qu'elle avait une forme humaine et qu'elle regardait son camion passer. Il y avait quelqu'un debout près de ce camion, a dit Ronan doucement dans son micro. Sa voix lui semblait étrange à ses propres oreilles, tendue par la peur qu'il essayait de contrôler. Je sais. La réponse de Mav a été immédiate. Ils ne sont pas réels, Ronan. Ils font simplement partie de la route. Une partie de ce que cet endroit est. Continue à conduire. Ronan a gardé les yeux fixés sur la route devant lui et le pied ferme sur l'accélérateur. Dans ses rétroviseurs, il pouvait voir que la figure était toujours debout là, le regardant. Puis, alors que la distance entre eux augmentait, la figure a commencé à bouger. Elle a commencé à marcher vers la route, vers le chemin que le camion de Ronan venait d'emprunter. Ses mouvements étaient lents et délibérés, comme quelqu'un marchant dans l'eau profonde. Elle me suit, a rapporté Ronan, luttant pour garder sa voix stable. La figure près du Freightliner, elle marche sur la route derrière moi. Ne regarde pas en arrière, a dit Mav fermement. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. La route essaiera de te distraire, essaiera de te faire arrêter ou faire demi-tour. Tu dois continuer à avancer. Ronan s'est forcé à détourner les yeux de ses rétroviseurs et à se concentrer sur la route devant lui. Les systèmes de son camion fonctionnaient tous normalement, le moteur tournait sans à-coups malgré le froid et les circonstances bizarres. Quoi qu'il lui arrive, cela n'affectait pas les systèmes mécaniques de son camion. C'était quelque chose à quoi se raccrocher. Un morceau de normalité dans une situation qui était tout sauf normale. La route a commencé à monter, s'élevant sur une longue pente qui n'aurait pas dû exister dans les plaines plates du Dakota du Nord. Ronan a rétrogradé et son moteur a grondé en tirant la lourde remorque vers le haut de la pente. Au sommet de la côte, il pouvait voir des lumières au loin. Pas le blanc dur des lampadaires LED modernes, mais la lueur jaune plus douce des anciennes lampes à vapeur de sodium. Je vois des lumières devant moi, a rapporté Ronan. Cela ressemble à une ville ou une autre aire de repos. Décris ce que tu vois. La voix de Mav était tendue d'anticipation ou d'inquiétude. Ronan a plissé les yeux à travers son pare-brise alors qu'il atteignait le sommet de la colline et obtenait une meilleure vue. C'est une petite ville, peut-être une douzaine de bâtiments. Une architecture de style ancien, comme quelque chose des années 1950 ou 1960. Une disposition de rue principale avec des bâtiments des deux côtés de la route. Les lumières sont allumées, mais je ne vois aucun mouvement. Pas de voiture, pas de gens. C'est bon, a dit Mav, et Ronan pouvait entendre le soulagement dans sa voix. Plusieurs des conducteurs qui sont revenus ont signalé avoir vu une ville. Ils ont dit qu'ils avaient conduit droit à travers sans s'arrêter. Et peu de temps après, ils se sont retrouvés de nouveau sur l'interstate. Tu es proche, Ronan. Continue simplement. Le compteur de carburant de Ronan indiquait qu'il lui restait un quart de réservoir, ce qui l'inquiétait. Mais si Mav avait raison sur le fait d'être proche de la fin de ce cauchemar, il devrait en avoir assez pour y arriver. Il a maintenu sa vitesse en approchant de la ville, ses phares éclairant les vieux bâtiments qui bordaient la rue principale. La ville semblait figée dans le temps. Il y avait une station-service avec des pompes dotées de cadrans mécaniques à chiffres au lieu d'affichage numérique. Un dîner avec une enseigne au néon qui scintillait en nuances de rose et de bleu. Un marquet de cinéma annonçant des films que Ronan se souvenait vaguement de son enfance. Tout semblait réel et solide, mais il n'y avait personne. Les rues étaient vides, les bâtiments sombres malgré les lumières qui brûlaient à leurs fenêtres. Alors que Ronan traversait la ville, il a remarqué des détails qui lui ont donné la chair de poule. Les voitures garées le long de la rue principale étaient toutes de la même époque que les bâtiments, des modèles des années 1950 et 1960, mais elles étaient recouvertes de glace et de neige, abandonnées comme les camions qu'il avait vus sur la route. Les vitrines présentaient des marchandises qui semblaient fraîches et neuves. Mais lorsque Ronan a regardé de plus près, il a pu voir que tout était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si cela avait été laissé intact pendant des décennies. « Je suis dans la ville », a dit Ronan doucement dans son micro. C'est comme une ville fantôme. Tout est là, mais il n'y a pas de gens. Les bâtiments semblent entretenus, mais abandonnés.
Continue à conduire, a insisté Mav. Ne t'arrête pas. Ne sors pas de ton camion. Passe simplement à travers et continue. Ronan était à mi-chemin de la ville lorsqu'il a vu un mouvement. Une porte du dîner s'est ouverte et des figures ont commencé à émerger dans la rue. Elles se déplaçaient lentement, avec détermination, se répandant pour bloquer la route devant lui. Ronan en a compté au moins une douzaine, toutes vêtues de vêtements de différentes époques. Certaines étaient habillées dans le style des années 1950, d'autres à la mode des années 1980, et quelques-unes en vêtements plus récents. Il y a des gens qui bloquent la route, a rapporté Ronan, ses mains se crispant sur le volant. Ils se tiennent dans la rue, ne s'écartant pas. Conduis à travers eux, a dit Mav d'une voix ferme et urgente. Ne ralentis pas. Ne dévie pas. Ils ne sont pas réels. Conduis droit à travers et ne regarde pas en arrière. Chaque instinct de Ronan lui hurlait de ne pas conduire dans une foule de gens, mais il se souvenait des mots de Mav sur la route qui jouait des tours, sur le fait que rien ici n'était réel. Il a gardé son pied ferme sur l'accélérateur et ses mains fermes sur le volant alors que son camion fonçait sur les figures bloquant la route. Au dernier moment, juste au moment où le pare-choc de Ronan allait heurter la première figure, elles ont toutes disparu. Un instant, elles étaient solides et réelles. L'instant d'après, elles avaient disparu comme de la fumée. Ronan a conduit à travers l'espace vide où elle s'était tenue et a continué. Son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir dans sa gorge. Ils ont disparu, a dit Ronan, sa voix tremblant malgré ses efforts pour la contrôler. Ils ont juste disparu quand je me suis approché. Bien. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Mav avait l'air d'avoir retenu son souffle et venait de l'expirer. Comment va ton carburant ? Ronan a jeté un coup d'œil à son indicateur. Un quart de réservoir et ça baisse. Je consomme du carburant beaucoup plus vite que je ne le devrais. Tu es presque arrivé, a assuré Mav. Les autres conducteurs ont dit que la ville était la dernière chose qu'ils ont vue avant de retrouver l'Interstat. Garde simplement ta vitesse stable et continue à conduire vers l'ouest. Ronan a laissé la ville fantôme derrière lui et s'est retrouvé sur une route qui semblait plus normale que tout ce qu'il avait vu depuis qu'il avait pris cette sortie. L'asphalte était en bon état. Les marquages de voies étaient visibles malgré la neige, et le paysage de chaque côté ressemblait à de véritables terres agricoles du Dakota du Nord au lieu de la version cauchemardesque tordue qu'il avait traversée. Son indicateur de carburant montrait moins d'un huitième de réservoir restant lorsque Ronan a vu le plus beau spectacle qu'il ait jamais contemplé. Devant lui, dans le lointain, illuminé par les premières lueurs de l'aube se brisant à l'horizon, se trouvait l'Interstat 94. Réel, solide, indéniable île 94 avec ses larges voies et ses panneaux de marqueurs kilométriques verts. Je la vois, a dit Ronan dans son micro, sa voix épaisse d'émotion. Je peux voir l'Interstat. Alors, rejoins-la et ne regarde pas en arrière, a ordonné Mav. Et Ronan, quand tu seras de retour sur l'île 94, tu seras au marqueur kilométrique 159. Ne me demande pas comment ou pourquoi. Accepte-le simplement et continue à conduire vers l'ouest pour ta livraison. Le camion de Ronan a gravi la bretelle d'accès et s'est inséré sur l'île 94 en direction de l'ouest. Au moment où ses pneus ont touché l'Interstat, tout a changé. Son indicateur de carburant a bondi pour indiquer les 3/4 d'un réservoir. Son GPS s'est rallumé, affichant sa position au marqueur kilométrique 159, exactement comme Mav l'avait dit. Et sa radio CB, qui avait été silencieuse à l'exception de la voix de Mav pendant des heures, s'est soudainement animée avec le bavardage normal des routiers discutant des conditions routières et de la météo. Je suis sur l'Interstat, a rapporté Ronan à Mav. Tout est revenu à la normale. Mon indicateur de carburant, mon GPS, tout. Je sais, a dit Mav doucement. Je te vois sur notre système de suivi maintenant. Tu es exactement là où tu devrais être, juste à l'heure pour ta livraison au Montana. Ronan voulait demander comment c'était possible. Comment il avait passé des heures sur cette route fantôme et n'avait pourtant pas perdu de temps, mais il était trop épuisé, trop submergé pour le comprendre maintenant. Au lieu de cela, il a demandé, Mav, est-ce que cela arrive souvent ? Des conducteurs prenant cette sortie et se perdant sur des routes qui n'existent pas. Une fois tous les quelques années, a répondu Mav. Comme je l'ai dit, je fais ce travail depuis 15 ans, et tu es le 7e conducteur avec qui j'ai parlé de cela. La plupart reviennent. Quelques-uns ne reviennent pas. Et Ronan, tu devrais savoir que officiellement, cette conversation n'a jamais eu lieu. Il n'y a aucun enregistrement de ton appel. Aucun enregistrement de notre conversation.
Le département des autoroutes ne reconnaît pas que la sortie du point de vue panoramique existe encore sous quelque forme que ce soit, mais elle existe, a dit Ronan doucement. J'y étais. J'ai vu le camion de Dalton Cresthaven. Je sais, la voix de Mav était lourde de quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Crois-moi, je sais, mais officiellement, rien de tout cela n'existe. Sois simplement reconnaissant d'être revenu et essaie d'oublier ce que tu as vu là-bas. Ronan savait qu'il n'oublierait jamais. Comment pourrait-il? Mais il comprenait aussi ce que Mav disait vraiment. Certaines choses ne pouvaient pas être expliquées ou documentées, et essayer de leur donner un sens ne ferait que vous rendre fou. Merci, Mav, d'être resté en ligne, de m'avoir guidé à travers tout cela. Je ne pense pas que j'aurais réussi sans toi. Je fais juste mon travail, a dit Mav. Mais Ronan pouvait entendre la chaleur dans sa voix. Maintenant, fais cette livraison au Montana et conduis prudemment. Et Ronan, si tu conduis à nouveau dans cette région et que tu vois cette sortie du point de vue panoramique, continue simplement à conduire. Ne la prends pas, peu importe ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, a dit Ronan avec une certitude absolue. J'ai appris ma leçon. La radio est devenue silencieuse après cela, et Ronan s'est installé dans le rythme familier de la conduite de longue distance. Le soleil se levait sur les plaines, peignant le paysage recouvert de glace en nuances d'or et de rose. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde qui semblait propre et neuf, et surtout, réel. Ronan a effectué sa livraison au Montana sans incident. Le client était satisfait de l'arrivée à l'heure. Son dispatchereuse était ravie de sa performance, et sur le papier, tout semblait exactement comme il se devait. Mais Ronan ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé pendant ces heures sur la route fantôme. Il se sentait différent, comme s'il avait franchi un seuil qu'il ne pouvait plus défranchir. Le trajet de retour vers l'est l'a mené à travers le même tronçon de l'I-94, où il avait pris cette sortie du point de vue panoramique. Ronan a surveillé son odomètre alors qu'il approchait du marqueur kilométrique 127, les mains serrées sur le volant et les yeux scrutant le bas-côté de l'autoroute à la recherche de tout signe de cette bretelle de sortie. Mais il n'y avait rien là, juste la prairie vide des deux côtés de l'autoroute, recouverte de neige et de glace, sans indication qu'une route ait jamais existé à cet endroit. Ronan a essayé de se convaincre que toute l'expérience avait été une sorte d'hallucination provoquée par l'épuisement et les conditions de la tempête. Peut-être s'était-il endormi au volant et avait rêvé tout cela. Peut-être que le stress de conduire dans une tempête de verglas lui avait fait avoir une sorte de rupture avec la réalité, mais le souvenir était trop vif, trop détaillé pour n'être qu'un rêve. Et puis il y avait la question de Mav Ligan et de leur conversation sur la radio CB. Lorsqu'il est rentré chez lui au Minnesota, Ronan a passé des heures à rechercher en ligne des informations sur Dalton Cresthaven. Ce qu'il a trouvé lui a glacé le sang. Il y avait des articles de journaux de février 1987 sur un routier qui avait disparu lors d'une tempête de verglas sur l'I-94 dans le Dakota du Nord. Dalton Cresthaven, 34 ans, marié avec 2 enfants, conduisait du Minnesota au Montana lorsqu'il avait disparu sans laisser de traces. Les articles décrivaient une recherche intensive qui avait duré des semaines. Les forces de l'ordre, les bénévoles et même des survols aériens avaient couvert des centaines de kilomètres carrés à la recherche de tout signe de Cresthaven ou de son camion. La théorie dominante était qu'il avait quitté la route pendant la tempête et s'était retrouvé dans un ravin ou une dépression où l'épave ne pouvait pas être facilement repérée. Mais il n'avait jamais rien trouvé. Pas de camion, pas de corps, pas de preuve de ce qui lui était arrivé. Ce qui avait fait trembler les mains de Ronan alors qu'il lisait les articles, c'était une citation de la femme de Cresthaven. Elle avait dit que Dalton l'avait appelé sur sa radio CB pendant la tempête. Il avait dit qu'il avait trouvé une aire de repos pour attendre le pire de la tempête. C'était la dernière fois que quelqu'un avait eu de ses nouvelles. L'aire de repos qu'il avait décrite ne correspondait à aucune installation connue dans la région, et les enquêteurs avaient conclu qu'il devait être confus ou désorienté par les conditions de la tempête. Ronan a imprimé les articles et les a ajoutés à un dossier qu'il était en train de constituer. Il a également recherché des informations sur la sortie du point de vue panoramique et l'aire de repos dont Mav avait parlé. Les archives officielles du département des autoroutes montraient qu'une sortie avait effectivement existé au marqueur kilométrique 127, installé au début des années 1970 pour fournir un accès à un point de vue panoramique et à une petite installation de repos. Mais la sortie avait été définitivement fermée en février 1987 pour des raisons de sécurité et ce que les archives décrivaient vaguement comme des incidents récurrents.
L'aire de repos avait été démolie peu après la fermeture et la bretelle de sortie avait été enlevée, le terrain étant restauré à son état naturel. Selon les archives officielles, la zone avait été clôturée et était désormais considérée comme faisant partie d'un couloir de faune protégée. Mais Ronan y était allé. Il avait conduit sur cette route, vu cette aire de repos, touché le carnet de bord gelé dans le camion de Dalton Crest Haven. Ce n'était pas une hallucination ou un rêve. Ronan a essayé de contacter Mavligan à la patrouille routière du Dakota du Nord, mais lorsqu'il a appelé le centre de dispatching et demandé par son nom, le superviseur qui a répondu a dit qu'il n'y avait personne de ce nom qui y travaillait. Ronan a décrit sa voix, sa position de dispatchereuse principale, ses 15 ans d'expérience. Le superviseur était poli mais ferme. Il n'avait jamais eu de dispatchereuse nommée Mavligan, et il n'avait que 3 dispatchereuses au total, aucune ne correspondant à la description fournie par Ronan. C'est à ce moment-là que Ronan a commencé à se demander si Mav avait été réelle. Peut-être faisait-elle partie de la route fantôme, un autre tour conçu pour guider les conducteurs égarés vers la réalité. Ou peut-être était-elle quelque chose d'autre, une présence qui existait dans cet espace entre l'autoroute réelle et les routes impossibles qui en partaient. Dans les deux cas, Ronan lui devait sa vie, et il ne pourrait jamais la remercier correctement. Ronan est retourné au travail, mais il se surprenait constamment à penser à ce qu'il avait vécu. Il a commencé à prêter attention aux forums et aux tableaux de messages des routiers, à la recherche d'autres personnes ayant eu des expériences similaires. Ce qu'il a trouvé était à la fois rassurant et troublant. Il y avait des dizaines de rapports de conducteurs affirmant avoir pris des sorties qui n'existaient pas, trouvé des aires de repos qui n'étaient sur aucune carte, ou conduit sur des routes menant à des endroits impossibles. La plupart de ces rapports étaient rejetés comme des histoires inventées ou le résultat de conducteurs s'étant endormis au volant et ayant eu des rêves vifs. Mais Ronan pouvait lire entre les lignes et reconnaître les récits authentiques parmi les histoires inventées. Les vrais avaient des détails qui correspondaient à sa propre expérience. La sensation que le temps était déréglé. Les camions abandonnés de différentes époques. Le sentiment que la route voulait quelque chose de vous avant de vous laisser partir. Ronan a commencé à contribuer à ces discussions, partageant prudemment sa propre histoire sans révéler trop de détails. Il voulait entrer en contact avec d'autres conducteurs ayant vécu la même chose pour confirmer qu'il n'était pas seul dans cette expérience. Les réponses qu'il a reçues étaient mitigées. Certaines personnes pensaient qu'il inventait tout pour attirer l'attention. D'autres partageaient leurs propres histoires de routes impossibles et de sorties fantômes. Et quelques-uns l'ont averti d'arrêter d'en parler, d'oublier ce qu'il avait vu et de continuer sa vie. Un message en particulier a attiré l'attention de Ronan. Il provenait de quelqu'un utilisant le pseudonyme Night Driver 87 et avait été envoyé en message privé plutôt que posté sur le forum public. Le message était court et direct. Tu as trouvé le camion de Crest Haven. Cela signifie que tu es allé plus loin que la plupart. Nous devons parler. Il y a des choses sur cette route que tu dois comprendre avant qu'elles ne reviennent te chercher. Ronan a fixé ce message pendant longtemps avant de répondre. L'idée que la route puisse revenir le chercher était terrifiante, mais cela avait aussi un certain sens horrible. Il s'était échappé de cet endroit, mais l'avait-il vraiment fait? Ou avait-il simplement obtenu un sursis temporaire? Ronan a envoyé une réponse demandant à Night Driver 87 d'expliquer ce qu'il voulait dire. La réponse est venue rapidement. Night Driver 87 voulait le rencontrer en personne dans une aire de repos à Fargo, dans le Dakota du Nord. La rencontre devait se faire en face à face parce que, comme l'a dit Night Driver 87, certaines choses ne peuvent pas être discutées électroniquement. Ronan a accepté la rencontre, poussé par le besoin de comprendre ce qui lui était arrivé et ce qui pourrait encore arriver. 2 semaines après son expérience sur la route fantôme, Ronan s'est retrouvé assis dans une banquette d'un restaurant d'air de repos à Fargo, sirotant une tasse de café et surveillant la porte. Night Driver avait dit qu'il serait là à 19 h, et Ronan était arrivé 15 minutes plus tôt. L'aire de repos était animée, avec le mélange habituel de conducteurs professionnels, de touristes et de locaux prenant un repas rapide. À 19 h précises, un homme est entré dans le restaurant et a regardé directement la banquette de Ronan. Il avait la cinquantaine bien sonnée, avec des traits burinés et le genre de mouvements économiques et prudents qui venaient de années de vie dans des cabines de camions et d'adaptation à un espace limité. Il s'est dirigé vers la banquette de Ronan et s'est glissé sur le siège en face de lui sans dire un mot. « Tu es Ronan Kellner » a dit l'homme. Ce n'était pas une question. « Je suis content de te voir revenu. Tout le monde ne revient pas. » Ronan a étudié l'homme en face de lui. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux.
Une sorte de regard hanté que Ronan avait commencé à voir dans son propre reflet. Tu es Night Driver 87. Tu as été sur cette route, toi aussi. L'homme a hoché la tête lentement. Plus de fois que je ne veux m'en souvenir. Mon nom n'est pas important, mais tu peux m'appeler comme les autres m'appellent. Je suis un guide, quelqu'un qui aide les conducteurs à comprendre ce qu'ils ont vécu et comment se protéger pour ne pas y retourner. Y retourner ? Ronan a senti un frisson lui parcourir l'échine. Tu veux dire que cela pourrait arriver à nouveau ? Le guide s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure à peine audible. La route fantôme n'existe pas qu'à un seul endroit, Ronan. C'est comme un réseau, une toile d'araignée de routes impossibles qui se connecte au système autoroutier réel à certains points. Le marqueur kilométrique 127 sur l'île 94 est l'un de ces points de connexion. Il y en a des dizaines d'autres dispersés à travers le pays, peut-être des centaines. Et une fois que tu as été sur la route fantôme, il est plus facile pour toi de glisser à nouveau dessus. Le café de Ronan était devenu froid dans sa tasse, mais il ne l'a pas remarqué. Comment puis-je empêcher cela ? Tu fais attention. Le guide a sorti un petit carnet et l'a glissé à travers la table. Ceci contient une liste des points de connexion connus, des endroits où la route fantôme croise les autoroutes réelles. Tu évites ces zones, surtout pendant les mauvaises conditions météorologiques ou la nuit. Tu surveilles les signes. Les sorties qui ne semblent pas normales. Les aires de repos qui semblent étranges. Les marqueurs kilométriques qui se répètent. Ronan a ouvert le carnet et a trouvé des pages remplies de notes manuscrites. Des numéros d'autoroute, des marqueurs kilométriques, des descriptions de sorties, tout documenté avec soin. Il y avait des dizaines d'emplacements listés, répartis dans plusieurs états. Comment as-tu compilé tout cela à partir de conducteurs comme toi ? L'expression du guide était sombre. Des conducteurs qui sont revenus et qui étaient prêts à partager leurs expériences. Chaque entrée dans ce livre représente quelqu'un qui a survécu à une rencontre avec la route fantôme. Mais pour chaque survivant, il y a probablement 2 ou 3 conducteurs qui ne sont pas revenus. Des conducteurs comme Dalton Cresthaven. J'ai trouvé son camion, a dit Ronan doucement. J'ai vu son carnet de bord, sa dernière entrée. Il a pris la même sortie que moi. Le guide a hoché la tête. Cresthaven était l'un des premiers, avant que nous comprenions ce qui se passait. Dans les années 80, les conducteurs qui prenaient ces sorties et ne revenaient pas étaient simplement considérés comme disparus, présumés morts dans des accidents liés à la météo. Ce n'est que dans les années 90 que certains d'entre nous ont commencé à remarquer le schéma, les points de connexion, les routes fantômes, les camions qui disparaissaient sans laisser de traces. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Ronan. Qu'est-ce que cet endroit ? Est-ce surnaturel ? Une sorte de dimension alternative ? Quoi ? Le guide est resté silencieux pendant un long moment, choisissant ses mots avec soin. Nous ne savons pas avec certitude. Certains pensent que c'est un endroit où le temps fonctionne différemment, où le passé et le présent existent simultanément. D'autres pensent que c'est une sorte de piège, un phénomène surnaturel qui se nourrit des voyageurs perdus. J'ai entendu des théories impliquant des expériences gouvernementales, des anomalies naturelles, voire une technologie extraterrestre. La vérité, c'est que nous ne comprenons pas. Nous savons simplement que cela existe et que c'est dangereux. Ronan a pensé à la ville fantôme qu'il avait traversée. Aux figures qui avaient bloqué la route puis avaient disparu. Les choses que j'ai vues là-bas, étaient-elles réelles ? Les gens, les camions abandonnés, tout cela ? Cela dépend de ce que tu entends par réel. Le guide s'est adossé à sa banquette. Ils existent dans cet espace, dans ce moment. Mais sont-ils des entités indépendantes avec leur propre conscience ? Ou ne sont-ils que des échos et des ombres créés par la route elle-même ? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est qu'interagir avec eux peut être dangereux. S'arrêter pour aider, sortir de son camion pour enquêter, c'est à ce moment-là que les conducteurs ne reviennent généralement pas. Mav m'a dit la même chose, a dit Ronan. La dispatchereuse qui m'a guidé. La voix du guide s'est teintée de respect, mêlée à autre chose. Mav Ligan. Tu lui as parlé. Tu la connais. Je la connais. La voix du guide avait pris une note de respect, teintée de quelque chose d'autre. Mav Ligan était une dispatchereuse de la patrouille routière du Dakota du Nord. Elle a occupé ce poste de 1971 à 1986. Elle était connue pour être l'une des meilleures, quelqu'un qui pouvait guider les conducteurs à travers n'importe quelle urgence avec calme et professionnalisme.
Mais en février 1987, pendant la même tempête de verglas qui a emporté Dalton Crest Haven, Mav a disparu. Ronan a senti le sol se dérober sous ses pieds. Que veux-tu dire par disparu? Elle travaillait son quart de travail au centre de dispatching lorsqu'elle a reçu un appel d'un conducteur qui s'était perdu près du marqueur kilométrique 127. Elle est restée en contact radio avec lui pendant des heures, essayant de le guider pour revenir sur l'interstate, mais quelque chose a mal tourné. Les autres dispatcheuses ont dit qu'elles pouvaient entendre sa voix, pouvaient entendre le stress dans sa voix, mais elles ne pouvaient pas comprendre ce qu'elle disait. Puis, en plein milieu de son quart de travail, Mav s'est simplement levée et a quitté le centre de dispatching. Elle est montée dans sa voiture et a conduit vers l'ouest sur l'île 94. Le guide a fait une pause, laissant les implications s'installer. Ils ont trouvé sa voiture 3 jours plus tard garée au marqueur kilométrique 127, le moteur toujours en marche. Mais Mav avait disparu. Aucun signe d'elle, aucune indication de ce qui s'était passé. L'enquête officielle a conclu qu'elle avait eu une sorte de crise nerveuse et s'était éloignée dans la tempête. Mais les autres dispatcheuses savaient mieux. Mav avait essayé d'aider un conducteur sur la route fantôme, et d'une manière ou d'une autre, cette connexion l'avait aspiré. Les mains de Ronan tremblaient. Mais je lui ai parlé. Elle m'a aidé. Elle a dit qu'elle faisait ce travail depuis 15 ans, et elle l'avait fait lorsqu'elle a disparu. La voix du guide était douce, mais ferme. Ronan, tu n'as pas parlé à Mav Ligan, la personne. Tu as parlé à ce que Mav est devenu dans cet endroit. Une sorte d'écho ou d'esprit ou de présence qui essaie toujours d'aider les conducteurs perdus. Plusieurs personnes qui ont été sur la route fantôme ont signalé avoir entendu sa voix, avoir reçu ses conseils. Elle est toujours là-bas, essayant toujours de faire son travail, même si elle a disparu du monde réel depuis plus de 35 ans. Ronan ne savait pas quoi dire. La femme qui lui avait sauvé la vie, qui l'avait guidé à travers la pire expérience de sa carrière, n'était même pas vivante au sens conventionnel. Elle était piégée sur cette route fantôme, servant de guide pour d'autres conducteurs perdus. Cette pensée le remplissait d'un mélange de gratitude et de profonde tristesse. Il y a autre chose que tu dois savoir, a continué le guide. Le fait que tu aies trouvé le camion de Crest Haven signifie que tu es allé plus loin dans la route fantôme que la plupart des survivants. Habituellement, les conducteurs prennent la sortie, trouvent l'air de repos, se font peur et parviennent à retrouver l'interstate assez rapidement. Mais toi, tu as conduit au-delà de l'aire de repos, rencontré plusieurs véhicules abandonnés, même traversé la ville fantôme. C'est rare. C'est profond. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que la route a une emprise plus forte sur toi que sur la plupart des survivants. L'expression du guide était sérieuse. Tu vas devoir être extra prudent. Surveille les signes avant-coureurs, les changements de comportement de ton camion, ton GPS montrant des itinéraires impossibles, des marqueurs kilométriques qui se répètent. Si tu commences à vivre l'une de ces choses, tu dois t'arrêter immédiatement, éteindre ton moteur et attendre que cela passe. Ronan a absorbé ces informations, les ajoutant au poids croissant de connaissances qu'il aurait préféré ne pas avoir. Y a-t-il un moyen de me protéger en permanence? Une sorte de rituel ou de talisman ou quelque chose? Le guide a souri, mais il n'y avait aucun humour dans son sourire. Ce n'est pas un film d'horreur, Ronan. Il n'y a pas de mots magiques ou de symboles sacrés qui te garderont en sécurité. Ta meilleure protection, c'est la connaissance et la vigilance. C'est où se trouvent les points de connexion. Évite-les quand c'est possible et fais confiance à tes instincts. Si quelque chose ne va pas sur la route, c'est probablement le cas. Ils ont parlé pendant encore 1 heure, le guide partageant des histoires d'autres conducteurs ayant eu des expériences similaires. Certains avaient eu plusieurs rencontres avec la route fantôme et avaient appris à la parcourir en relative sécurité. D'autres n'avaient eu qu'une seule expérience et n'avaient plus jamais conduit professionnellement. Et puis il y avait ceux qui avaient complètement disparu, rejoignant Dalton Crest Haven et d'innombrables autres dans le limbe qui existait sur ces autoroutes impossibles. Alors que la réunion touchait à sa fin, Ronan a posé une dernière question. Pourquoi fais-tu cela? Aider des conducteurs comme moi, compiler toutes ces informations, rencontrer des inconnus pour les avertir? Le guide est resté silencieux pendant un moment, ses yeux lointains. Parce que j'ai perdu quelqu'un sur cette route. Mon frère, en 1993. Il a pris une sortie près du marqueur kilométrique 127 et n'est jamais revenu. J'ai passé 30 ans à essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, à essayer d'aider d'autres conducteurs à éviter le même sort. Si je peux sauver ne serait-ce qu'une personne de ce que ma famille a traversé,
alors cela en vaut la peine. Ronan a compris. Il a pensé à sa propre femme et ses enfants, à quel point il avait été proche de disparaître, tout comme le frère du guide. Merci pour le carnet, pour les informations, pour tout. Fais simplement attention là-bas. Le guide s'est levé et a tendu la main. Ronan l'a serré, sentant les callosités et la force de quelqu'un qui avait passé une vie sur la route. Et Ronan, si tu rencontres un autre conducteur qui a été sur la route fantôme, aide-le de la manière dont je t'aide. Transmets les connaissances. C'est la seule façon dont nous pouvons nous défendre contre ce que cet endroit représente. Après le départ du guide, Ronan est resté assis dans la banquette pendant longtemps, étudiant le carnet qu'on lui avait donné. Chaque entrée représentait une histoire. Un conducteur qui avait frôlé l'impossible et avait vécu pour en parler. Ronan se demandait combien de ces survivants avaient changé de carrière. Combien conduisaient encore mais portaient le poids de leur expérience avec eux chaque jour. Cette nuit-là, Ronan a ajouté une nouvelle entrée à son carnet. Il a documenté la rencontre dans le Wyoming, la femme qui avait servi d'appât, les figures émergent de l'obscurité. Il a inclus chaque détail dont il se souvenait, sachant que ces informations pourraient un jour aider un autre conducteur à reconnaître les signes et à s'échapper. Alors que Ronan écrivait, sa radio CB dans le bureau a crépité une dernière fois. Pas de mots cette fois, juste des parasites. Mais sous les parasites, Ronan pouvait entendre quelque chose. Des voix. Des dizaines d'entre elles, peut-être des centaines. Le cœur des conducteurs qui avaient été pris par la route fantôme, qui existait maintenant dans cet espace impossible entre la réalité et le cauchemar. Et quelque part dans ce cœur, Ronan a cru entendre sa propre voix, appelant depuis un futur qui était peut-être déjà écrit. Un futur où il rejoindrait Mav et Dalton et tous les autres, aidant les conducteurs perdus depuis le mauvais côté de la réalité. Ronan a éteint la radio et fermé son carnet. Le lendemain, il devrait décider s'il continuait à conduire ou s'il trouvait une nouvelle carrière, si le risque en valait la vie qu'il s'était construite autour de l'autoroute. Mais ce soir-là, il était chez lui et en sécurité, même si cette sécurité n'était que temporaire. Dehors, devant la fenêtre de son bureau, Ronan pouvait voir les réverbères de son quartier. Des lumières normales marquant des routes normales dans un monde bien moins normal que la plupart des gens ne le sauraient jamais. Et quelque part là-bas, dans l'obscurité sur les autoroutes et les interstats à travers le continent, la route fantôme attendait. Elle était patiente. Elle était affamée. Et elle se souvenait de chaque conducteur qui l'avait touché et s'était échappé. Ronan savait, avec la certitude qui vient d'une expérience directe avec l'impossible, que ce n'était pas terminé. Cela ne serait jamais vraiment terminé. La route fantôme l'avait goûté une fois, et tôt ou tard, elle l'appellerait à nouveau. La seule question était de savoir s'il reconnaîtrait l'appel avant qu'il ne soit trop tard. Mlin Dorsey conduisait professionnellement depuis 23 ans, et pendant ce temps, il avait développé un sixième sens presque surnaturel pour savoir quand le temps allait devenir dangereux. Ce n'était rien de mystique, juste des décennies à lire les formations nuageuses, à observer les schémas de vent et à prêter attention aux signes subtils qui distinguaient les conducteurs expérimentés de ceux qui finissaient dans les fossés. Alors, lorsque Mlin a vu le ciel au-dessus de l'est du Montana cet après-midi de février 2022, chaque instinct qu'il avait développé sur 2 décennies lui hurlait de trouver un abri et d'attendre que la tempête passe. Les nuages étaient de la couleur des vieux bleus, suspendus bas et lourds avec un poids qui semblait presser le paysage. La température avait chuté régulièrement toute la journée, et le vent se levait d'une manière qui suggérait que la tempête de verglas que le service météorologique avait prédite allait être pire que prévu. Mlin transportait des matériaux de construction de Billings à Glendive, un trajet qu'il avait effectué des centaines de fois. Normalement, c'était une course simple, 4 heures de route principalement vide à travers des terres de ranch et de petites villes qui à peine qualifiaient de points sur une carte. Mais avec la tempête de verglas qui s'annonçait, cette course simple allait devenir un test de compétence et de nerfs. Mlin avait 2 options. Il pouvait s'arrêter à la prochaine aire de repos et attendre que la tempête passe, perdant peut-être 12 à 24 heures de temps de livraison, ou il pouvait continuer et essayer de faire sa livraison avant que les conditions ne deviennent trop mauvaises. Le client attendait les matériaux pour un projet de construction qui avait déjà été retardé par la météo, et le dispatchereuse de Mlin avait clairement indiqué que faire passer cette cargaison à temps était une priorité. Contre son meilleur jugement, Mlin a décidé de continuer. Il avait des chaînes pour ses roues motrices, des décennies d'expérience de conduite dans des conditions hivernales, et assez confiance en ses compétences pour penser qu'il pouvait gérer tout ce que la tempête lui lancerait. C'était une décision qu'il regretterait pour le reste de sa vie.
La glace a commencé à tomber à environ 65 km à l'est de Billings, juste au moment où Mlin s'engageait sur l'autoroute 94. Ce n'étaient pas les granules durs de grésil ou les flocons doux de neige, mais le pire type de précipitations hivernales. Une pluie verglaçante qui recouvrait tout ce qu'elle touchait d'une couche de morts transparente. En quelques minutes, l'autoroute s'est transformée d'une surface simplement mouillée en une patinoire. Mlin a ralenti à environ 50 km/h, ses chaînes mordant dans la glace et fournissant juste assez de traction pour garder son camion en mouvement vers l'avant. La circulation autour de lui était légère. Juste quelques voitures et un autre semi que Mlin pouvait voir au loin devant lui. La plupart des gens avaient le bon sens de rester hors des routes quand le temps avait l'air comme ça. Environ 25 km après le début de la tempête de verglas, la radio CB de Mlin a crépité avec une alerte de la patrouille routière du Montana. L'Interstate 94 était fermée en raison de conditions dangereuses. Tous les véhicules commerciaux étaient dirigés pour sortir à la prochaine bretelle disponible et chercher un abri. La fermeture était effective immédiatement. Mlin a accusé réception de l'alerte et a commencé à chercher des panneaux de sortie, mais il était dans l'un de ces longs tronçons entre les villes avec rien que des terres de ranch des deux côtés de l'autoroute. La prochaine sortie ne viendrait pas avant encore 16 km, et Mlin n'était pas sûr de pouvoir maintenir sa vitesse en toute sécurité aussi longtemps dans ces conditions. C'est alors qu'il a vu les feux de freinage devant lui. Le semi qu'il suivait ralentissait, les feux de détresse clignotant. Mlin a relâché son accélérateur et a regardé alors que le camion devant lui commençait à faire du poisson. Le conducteur perdait clairement le contrôle, la remorque dérapant vers la gauche tandis que la cabine essayait de maintenir le cap. C'était le début d'un tête-à-queue et Mlin en avait vu assez pour savoir comment cela allait se terminer. Le camion devant a complètement dérapé, bloquant les deux voies de l'autoroute ouest. La remorque a glissé sur la glace avec une sorte de momentum presque gracieux, le métal hurlant contre l'asphalte jusqu'à ce que tout le camion s'immobilise à un angle de 45 degrés en travers de la route. De la fumée ou de la vapeur s'élevait de quelque part autour de la cabine, et Mlin pouvait voir que la porte du conducteur était déjà ouverte. Mlin a amené son propre camion à un arrêt prudent à environ 90 mètres derrière le camion en tête-à-queue. Il a attrapé sa radio CB et a signalé l'accident à la patrouille routière, leur donnant sa position et l'état de l'autre camion. Le dispatchereuse a accusé réception et a dit qu'ils enverraient un trooper dès que les conditions le permettraient, mais a averti que les temps de réponse allaient être retardés en raison du nombre d'accidents se produisant dans tout l'État. Chaque instinct professionnel que Mlin avait lui disait de rester dans son camion et d'attendre les services d'urgence. Sortir dans une tempête de verglas, s'approcher d'une scène d'accident où il pourrait y avoir des fuites de carburant ou d'autres dangers. C'était une bonne façon de se blesser. Mais Mlin pouvait voir une figure bouger près du camion en tête-à-queue, présumément le conducteur, et il ne pouvait pas simplement rester assis là si quelqu'un avait besoin d'aide. Mlin a enfilé sa veste lourde, attrapé sa lampe torche et est descendu de sa cabine. La glace l'a immédiatement frappé. Des aiguilles de pluie verglaçante poussées par le vent qui traversaient ses vêtements comme s'il n'était pas là. La surface de la route était un cauchemar, si glissante que Mlin devait se déplacer en petits pas traînants pour éviter de tomber. Alors que Mlin approchait du camion en tête-à-queue, il a appelé « Conducteur, ça va ? Avez-vous besoin d'aide ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. La figure qu'il avait vue depuis sa cabine n'était nulle part en vue maintenant, et la porte du conducteur était ouverte, oscillant légèrement dans le vent. Le camion lui-même était un Freightliner, probablement âgé de 10 ou 12 ans d'après le style de la carrosserie. Les marquages de la compagnie sur la remorque avaient été effacés par le temps et les intempéries, ne laissant que des lettres fantômes que Mlin ne pouvait pas distinguer dans la faible lumière. Tout le camion avait cet air négligé qui venait d'être utilisé intensément et entretenu de manière minimale. Mlin s'est approché de la porte du conducteur ouverte avec prudence, utilisant sa lampe torche pour regarder à l'intérieur de la cabine. Ce qu'il a vu l'a fait s'arrêter net. La cabine était vide, mais elle semblait avoir été abandonnée à la hâte. Le siège du conducteur était poussé vers l'arrière comme si quelqu'un venait de se lever. Les clés étaient toujours dans le contact, bien que le moteur soit éteint. Un micro de radio CB pendait de son câble, oscillant doucement. Mais ce qui a attiré l'attention de Mlin, c'étaient les papiers éparpillés sur le tableau de bord et le siège passager. Des carnets de bord, des bordereaux de livraison, des reçus de carburant, tout semblait endommagé par l'eau et ancien malgré le fait d'être à l'intérieur de la cabine supposément scellée. Mlin a ramassé l'un des bordereaux de livraison et l'a examiné à la lumière de sa lampe torche. La date sur la feuille était le 18 février 2019, il y a 3 ans, presque jour pour jour. L'origine de la livraison était Billings, Montana,
et la destination était Glandive, le même itinéraire que Mlin suivait. Le nom du conducteur sur la feuille était Ira Bellwether. Mlin a reposé la feuille et a regardé plus attentivement autour de la cabine. Il y avait des effets personnels qui suggéraient que le conducteur vivait dans ce camion depuis un certain temps. Un sac de couchage dans la couchette, un glacière avec ce qui semblait être de vieux récipients alimentaires, une trousse de rasage sur le tableau de bord. Mais tout avait cette même qualité d'avoir été abandonné depuis plus que quelques minutes. Mlin s'est éloigné du camion et a regardé autour de la scène de l'accident. La glace tombait plus fort maintenant, réduisant la visibilité à environ 15 mètres. Il ne pouvait plus voir son propre camion à travers le rideau de pluie verglaçante, et il n'y avait toujours aucun signe du conducteur qui aurait dû être là. « Bonjour », a appelé Mlin, sa voix à peine audible par-dessus le vent. « Y a-t-il quelqu'un ici ? Je suis un routier. Je me suis arrêté pour aider. Si vous êtes blessé, appelez pour que je puisse vous trouver. » La seule réponse a été le hurlement du vent et le crépitement régulier de la glace frappant le métal et l'asphalte. Mlin s'est frayé un chemin autour de la remorque en tête à queue, vérifiant le sol pour tout signe du conducteur. Mais la glace recouvrait tout si rapidement que toute empreinte de pas ou marque de traînée aurait été obscurcie en quelques minutes. Alors que Mlin complétait son tour du camion, il a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont il s'était immobilisé. Le schéma du tête-à-queue était incorrect d'une certaine manière. La remorque était inclinée en travers de la route d'une manière qui ne correspondait pas à la direction dans laquelle le camion se déplaçait. C'était comme si le camion avait fait un tête-à-queue en allant dans la direction opposée, ce qui n'avait aucun sens étant donné que Mlin le suivait en direction ouest. Mlin est monté sur le marchepied de la remorque pour avoir une meilleure vue de la zone de chargement. Les portes étaient scellées, mais à travers un espace dans la couture, il pouvait voir que la remorque était principalement vide. Juste quelques palettes près de l'avant enveloppées dans du plastique qui semblait jauni et détérioré, pour un camion censé faire une course de livraison. La charge était étrangement légère. Un son derrière Mlin l'a fait se retourner rapidement, manquant de perdre l'équilibre sur le marchepied glacé. Mais il n'y avait rien là, juste l'autoroute vide et la glace qui tombait. Mlin commençait à ressentir un profond malaise face à toute cette situation. Quelque chose n'allait pas ici au-delà de l'accident et du conducteur disparu. Mlin s'est dirigé vers la cabine et a vérifié les papiers à nouveau. Il a trouvé un carnet de bord et l'a feuilleté à la recherche d'entrées récentes. Ce qu'il a trouvé n'avait aucun sens. Le carnet de bord montrait des entrées remontant à des semaines, mais la plus récente était du 18 février 2019, la même date que le bordereau de livraison, il y a 3 ans. Selon les entrées du carnet de bord, Ira Bellwether avait effectué des trajets réguliers entre Billings et Glandive, transportant divers matériaux et équipements de construction. Les entrées étaient détaillées et professionnelles, exactement le genre de documentation que l'on attendrait d'un conducteur expérimenté, mais elles s'arrêtaient toutes le 18 février 2019 avec une note finale qui disait « Conditions de tempête de verglas. Autoroute fermée. Prends un détour par la route de service. » Mlin a senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il a regardé la date sur son téléphone. Le 16 février 2022. 2 jours avant le 3e anniversaire de la dernière entrée du carnet de bord d'Ira Bellwether, et voici le camion de Bellwether, en tête à queue sur l'autoroute dans une autre tempête de verglas, comme s'il était là depuis des années au lieu des quelques minutes pendant lesquelles Mlin l'avait vu déraper de la route. Mlin a réessayé sa radio CB, appelant la patrouille routière pour signaler ce qu'il avait trouvé, mais la radio ne captait que des parasites maintenant. Il a essayé son téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. La tempête de verglas s'aggravait, et Mlin était coupé de toute aide ou information. C'est alors que Mlin a remarqué les phares approchant de l'arrière. Un soulagement l'a submergé. Cela devait être un trooper de la patrouille routière ou peut-être un autre routier qui avait été pris par la fermeture de la route. Dans tous les cas, Mlin n'était plus seul ici. Mais alors que les phares se rapprochaient, le soulagement de Mlin s'est transformé en confusion. Le véhicule n'était pas une voiture de patrouille ou un camion moderne. C'était un autre semi, et même de loin, Mlin pouvait dire qu'il était ancien. La configuration des phares était incorrecte. Le son du moteur était incorrect. Tout à propos de lui semblait provenir d'une époque différente. Le camion s'est garé derrière le camion de Mlin et s'est arrêté. Mlin a attendu que le conducteur émerge, mais la cabine est restée sombre et immobile. Le moteur tournait. Il pouvait l'entendre au ralenti, mais personne n'est sorti. Aucun feu de détresse ne s'est allumé. Aucun signe que le conducteur se préparait à aider ou même reconnaissait la situation.
Mlin s'est dirigé vers le nouvel arrivant, agitant sa lampe torche pour attirer l'attention du conducteur. Mais alors qu'il se rapprochait, il pouvait voir que la cabine semblait vide. Le camion roulait sans personne au volant, ou du moins sans personne que Mlin pouvait voir à travers le pare-brise recouvert de glace. Le malaise de Mlin se transformait rapidement en peur. Rien dans cette situation n'avait de sens. Le camion en tête à queue avec des papiers datant de 3 ans, le conducteur disparu, et maintenant ce camion sans conducteur qui était apparu au milieu de la tempête de verglas. L'esprit rationnel de Mlin essayait de trouver des explications, mais la partie de lui qui avait appris à faire confiance à ses instincts lui hurlait de retourner dans son propre camion et de s'éloigner d'ici. Alors que Mlin s'éloignait du camion mystérieux, il a entendu un bruit de moteur devant lui. D'autres phares approchaient de l'ouest, de la direction dans laquelle le camion en tête à queue se dirigeait. Un autre semi se déplaçant lentement à travers la tempête de verglas. Ses lumières coupant à travers la pluie verglaçante. Ce camion ne s'est pas arrêté. Il a passé la scène de l'accident à environ 30 km/h. Assez près pour que Mlin puisse distinguer les détails. C'était un autre vieux camion, probablement des années 90 ou du début des années 2000. Et comme le camion derrière le camion de Mlin, celui-ci semblait n'avoir aucun conducteur visible dans la cabine. Mlin se tenait au milieu de l'autoroute, la glace recouvrant sa veste et son chapeau, regardant le camion sans conducteur disparaître dans la tempête devant lui. Son esprit tournait, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Hallucinait-il? S'était-il cogné la tête sans s'en rendre compte? Le froid affectait-il son jugement? Mais les camions étaient réels. Mlin pouvait entendre leur moteur, voir leur lumière, sentir la vibration dans le sol alors qu'ils passaient. Ce n'était pas une hallucination. Quelque chose d'impossible se produisait sur cette autoroute, et Mlin était pris au milieu. Mlin a pris une décision. Il retournerait dans son camion, ferait demi-tour si possible, et s'éloignerait de ce tronçon d'autoroute. Quoi qu'il se passe ici, il ne voulait en faire partie sous aucun prétexte. Il enfreindrait la politique de l'entreprise, abandonnerait son calendrier de livraison, ferait tout ce qu'il fallait pour revenir dans un endroit qui avait du sens. Mais alors que Mlin se retournait pour se diriger vers son camion, il a vu que son chemin était bloqué. D'autres camions étaient apparus, au moins 4 qu'il pouvait compter, tous disposés en un cercle lâche autour de la scène de l'accident. Leurs phares créaient des flaques de lumière qui se chevauchaient dans l'obscurité, et leur moteur tournait au ralenti avec un rythme synchronisé profondément troublant. Mlin était entouré de camions sans conducteur sur une autoroute recouverte de glace au milieu d'une tempête, sans moyen d'appeler à l'aide et sans chemin clair pour s'échapper. Et quelque part au fond de son esprit, Mlin se souvenait des histoires que d'autres conducteurs lui avaient racontées au fil des ans. Des histoires de camions fantômes et de convois de fantômes, de conducteurs qui avaient disparu sur des autoroutes solitaires et n'avaient jamais été revus. Mlin avait toujours rejeté ces histoires comme des contes, le genre de choses que les routiers se racontaient pour passer le temps pendant les longs trajets. Mais debout ici dans la glace et l'obscurité, entouré de véhicules impossibles, Mlin commençait à penser que ces histoires avaient peut-être été des avertissements plutôt que des divertissements. La radio CB dans le Freightliner en tête à queue a soudainement crépité, le son coupant à travers le vent et la glace. Une voix est venue, déformée et faible, mais essayant clairement de communiquer. Mlin s'est approché de la porte de la cabine ouverte, tendant l'oreille pour entendre la transmission. Ici Ira Bellwether appelant à l'aide. J'ai fait un tête à queue sur l'autoroute 94, en direction et près du marqueur kilométrique 87. Conditions de tempête de verglas. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un m'entend-il? Le sang de Mlin s'est glacé. La voix à la radio appelait à l'aide en utilisant le nom du carnet de bord. Ira Bellwether, le conducteur dont les papiers dataient de 3 ans. Le conducteur qui, selon les soupçons croissants de Mlin, avait disparu sur ce même tronçon d'autoroute lors d'une autre tempête de verglas. Mlin a attrapé le micro de la radio CB à l'intérieur de la cabine. Ses mains tremblaient, mais il a appuyé sur le bouton de transmission. Ici Mlin Dorsey. Je suis à votre position. Où êtes-vous? Je peux vous aider. La radio est restée silencieuse pendant un long moment. Puis la voix est revenue. Plus claire cette fois, mais avec une pointe de désespoir qui a noué l'estomac de Mlin. Je peux voir vos lumières. Je peux voir toutes les lumières. Mais je ne peux pas vous atteindre. J'essaie de rejoindre l'autoroute depuis des heures, mais je continue à me retrouver ici. La route de service. Elle ne fait que boucler. Je ne peux pas sortir. Mlin a regardé autour de lui le cercle de camions l'entourant,
leurs phares créant une illumination presque théâtrale de la scène de l'accident. Quelle route de service? Je suis sur l'autoroute 94. Le camion en tête à queue est juste devant moi. Non. La voix de Belle était tendue, confuse. Non. J'ai pris le détour par la route de service lorsque l'autoroute a été fermée. Cela fait des heures, ou peut-être des jours. Je ne sais plus. Le temps ne fonctionne pas correctement ici, mais je peux voir l'autoroute. Je peux voir les lumières. Je ne peux simplement pas l'atteindre. Mlin a senti la réalité commencer à glisser autour de lui comme un camion sur la glace. Il avait une conversation avec un homme qui avait disparu il y a 3 ans, debout au milieu d'un cercle de camions sans conducteur dans une tempête de verglas qui semblait ne jamais devoir se terminer. Rien de tout cela n'avait de sens, mais cela se produisait quand même. « Bellwether, écoute-moi » a dit Mlin dans le micro. « Où es-tu exactement en ce moment? Que vois-tu » La réponse est venue après une pause qui semblait durer des heures. « Je vois l'autoroute. Je vois des lumières. Je vois des camions, mais je n'y suis pas. Je suis sur la route de service. Je suis toujours sur la route de service, et je ne peux pas revenir. » Les phares des camions environnants se sont soudainement déplacés, leurs faisceaux convergeant vers un point à environ 50 mètres au sud de l'autoroute. Mlin a suivi la direction des lumières et a vu quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Il y avait une route qui bifurquait de l'autoroute, à peine visible à travers la glace et l'obscurité. Une route de service que Mlin était certain de ne pas avoir vue quelques minutes plus tôt. Ou peut-être avait-elle toujours été là, et Mlin ne l'avait tout simplement pas remarqué jusqu'à ce que les lumières la pointent. Quoi qu'il en soit, cette route menait quelque part, et Mlin avait un mauvais pressentiment qu'elle menait là où Ira Bellwether avait été piégée pendant les 3 dernières années. Mlin savait qu'il devait monter dans son camion et partir. Qu'il devait ignorer la voix à la radio et la mystérieuse route de service et tout le reste de cette situation impossible. Mais il savait aussi que si Ira Bellwether était vraiment là-bas, piégée et appelant à l'aide, Mlin pourrait être la seule personne à pouvoir l'entendre. La question était de savoir si Mlin était prêt à risquer de suivre cette route de service pour le découvrir, et si, en la suivant, il serait capable de retrouver son chemin. Mlin se tenait dans la glace et le vent, fixant cette route de service illuminée par la convergence des phares de camions qui ne devraient pas exister. Chaque instinct de survie qu'il avait développé au cours de 23 ans de conduite professionnelle lui disait de s'éloigner, de remonter dans sa cabine et de trouver une autre route pour sortir d'ici, même si cela signifiait reculer sur des kilomètres sur une autoroute recouverte de glace. Mais la voix d'Ira Bellwether continuait à résonner à travers la radio CB. Cette pointe désespérée de quelqu'un qui avait été perdu bien plus longtemps que tout être humain ne devrait avoir à l'être. Mlin n'avait jamais abandonné un autre conducteur en détresse. Avait construit toute sa carrière sur le code non écrit selon lequel les routiers veillaient les uns sur les autres sur la route. Rompre ce code maintenant semblait trahir tout ce sur quoi il avait construit sa vie. Mlin a pris sa décision. Mlin a fait un pas en avant vers la route de service. Ses bottes crissaient sur la glace, chaque mouvement exigeant un effort conscient pour garder l'équilibre. Il a jeté un dernier regard vers son propre camion, garé à une 50aine de mètres derrière lui, ses phares créant une lueur rassurante dans l'obscurité. Puis il s'est tourné vers la route de service et a commencé à marcher, suivant les traces de pneus à peine visibles qui menaient dans l'inconnu. La route était étroite, juste assez large pour un camion, et elle semblait s'enfoncer dans un paysage qui n'avait aucun sens. Les champs de chaque côté étaient recouverts de glace, mais les motifs des cultures semblaient déformés, comme si la terre elle-même avait été tordue et étirée. Les clôtures étaient inclinées à des angles impossibles, certaines sections semblant se plier dans des dimensions qui défiaient la logique. Mlin a senti une pression grandissante dans sa poitrine, comme si l'air autour de lui était devenu plus lourd, plus difficile à respirer. Au bout de quelques centaines de mètres, il a remarqué que les traces de pneus qu'il suivait semblaient former une boucle. Il s'est arrêté et a regardé derrière lui. La route de service s'étendait dans l'obscurité, mais il ne pouvait plus voir l'autoroute. Il n'y avait que le noir, la glace, et le vent qui sifflait à travers les structures métalliques tordues le long de la route. « Bellwether, tu es là !» a crié Mlin, sa voix avalée par le vent. La radio CB dans sa main a crépité. « Je t'entends. Je suis proche. Mais je ne peux pas te voir. » Mlin a serré les dents et a continué à avancer. Après quelques minutes, il a vu une silhouette devant lui. Un camion, garé sur le côté de la route, ses phares éteints.
La porte du conducteur était ouverte, oscillant lentement dans le vent. Mlin s'est approché prudemment, sa lampe torche éclairant l'intérieur de la cabine. Elle était vide. Mais sur le siège passager, il y avait un carnet de bord. Mlin l'a ouvert et a vu la dernière entrée, datée du 18 février 2019. Tempête de verglas. Route de service. Je ne peux pas revenir. Quelque chose ne va pas ici. Mlin a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il a levé les yeux et a vu, à travers le pare-brise, une route qui semblait se refermer sur elle-même, comme un serpent qui se mord la queue. Il a compris qu'il était piégé dans une boucle temporelle, un espace où le temps et l'espace ne fonctionnaient pas comme ils le devraient. Soudain, la radio CB a crépité à nouveau. « Mlin, tu es là !» La voix de Bellwether était plus claire, presque comme s'il était juste derrière lui. « Oui, je suis là !» a répondu Mlin, se retournant brusquement. Mais il n'y avait personne. Juste la route, la glace, et l'obscurité. « Tu dois partir, Mlin. Cette route n'est pas pour les vivants. Elle te gardera ici pour toujours. » Mlin a senti une main invisible lui serrer la gorge. Il a couru vers son camion, glissant et trébuchant sur la glace, son cœur battant à tout rompre. Il a grimpé dans la cabine, verrouillé les portes, et démarré le moteur en trombe. Les pneus ont patiné sur la glace avant de finalement trouver une prise. Il a reculé, faisant demi-tour, et a foncé vers l'autoroute, priant pour que la sortie soit toujours là. Alors qu'il approchait de l'Interstate 94, il a vu quelque chose qui l'a glacé, la bretelle de sortie avait disparu. À la place, il n'y avait qu'un champ vide, recouvert de neige et de glace, comme si la route de service n'avait jamais existé. Mlin a freiné brutalement, son camion dérapant sur plusieurs mètres avant de s'arrêter. Il est resté assis là, les mains tremblantes sur le volant, réalisant qu'il était toujours piégé. La radio CB a crépité une dernière fois. « Tu ne peux pas t'échapper, Mlin. Pas comme ça. » La voix de Bellwether était maintenant calme, résignée. « Mais tu peux essayer de survivre. Conduis. Ne t'arrête jamais. Et surtout, ne regarde pas en arrière. » Mlin a appuyé sur l'accélérateur, son camion s'élançant dans l'obscurité. Il n'avait plus aucune idée de la direction qu'il prenait, mais il savait une chose, il ne s'arrêterait plus jamais. 3 mois après son expérience, Ronan était de retour sur la route, mais il n'était plus le même. Il évitait soigneusement les points de connexion connus, planifiant ses itinéraires avec une précision maniaque. Il avait rejoint un réseau clandestin de routiers qui, comme lui, avaient vécu l'impossible et survécu. Ils échangeaient des informations sur les forums en ligne, utilisant des pseudonymes et des codes pour éviter d'attirer l'attention des sceptiques ou des autorités. Un soir, alors qu'il était garé dans une aire de repos au Nebraska, Ronan a reçu un message crypté sur son téléphone. Nouveau point de connexion activé. I-80, marqueur kilométrique 312. 3 disparitions confirmées cette semaine. Sois prudent. Ronan a frissonné. Il connaissait ce tronçon de l'I-80. Il l'avait emprunté des dizaines de fois. Il a ouvert son carnet et a ajouté une note en rouge à côté du marqueur 312, danger ou éviter. Le lendemain, alors qu'il roulait vers l'ouest sur l'I-70, son GPS a soudainement affiché une route qui n'existait pas sur sa carte papier. Une sortie non répertoriée, menant à une aire de repos abandonnée. Ronan a senti son estomac se nouer. C'était un piège. Il a ralenti, les mains crispées sur le volant, et a vu quelque chose qui l'a glacé, un camion garé sur le bas-côté, un vieux modèle des années 1990, recouvert de givre malgré la chaleur estivale. La porte du conducteur était ouverte, et une silhouette se tenait à côté, agitant les bras comme pour demander de l'aide. Ronan a freiné brusquement, son instinct de routier lui hurlant d'aider. Mais quelque chose n'allait pas. La silhouette ne bougeait pas comme un humain. Ses mouvements étaient saccadés, comme si elle était projetée dans une réalité qui n'était pas la sienne. Il a attrapé sa radio CB. Attention à tous les conducteurs sur l'I-70, près du marqueur 187. Il y a une sortie fantôme ici. Ne vous arrêtez pas. Je répète, ne vous arrêtez pas. Une voix a répondu, statique et lointaine. Ronan, c'est Mav. Tu as bien fait. Elle t'a vu. Maintenant, elle te voit tous. Ronan a accéléré, laissant derrière lui le camion et la silhouette, son cœur battant à tout rompre. Il savait une chose, la route fantôme grandissait. Et elle le voulait.
Ronan est rentré chez lui après ce voyage, épuisé mais déterminé. Il a passé la nuit à compiler toutes les informations qu'il avait recueillies, les points de connexion, les disparitions, les témoignages. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. La route fantôme n'était pas une légende. C'était une réalité, et elle s'étendait. Le lendemain matin, il a appelé sa femme. « Je dois te parler de quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais pu t'expliquer. » Il lui a tout raconté. Les routes qui n'existent pas. Les camions abandonnés. Les voix à la radio. Elle l'a écouté en silence, les yeux écarquillés, avant de lui prendre la main. « Tu dois arrêter de conduire, Ronan. Pas pour l'argent. Pas pour le travail. Pour nous. » Ronan a regardé par la fenêtre, vers l'autoroute qui passait non loin de leur maison. Il savait qu'elle avait raison. Mais il savait aussi une autre chose, la route fantôme ne le lâcherait pas. Il a sorti son carnet et a écrit une dernière note. « Si je disparais, cherchez-moi près du marqueur 127. Et ne prenez jamais la sortie. » Puis il a fermé le carnet et l'a rangé dans un tiroir. La route l'appelait encore. Et tôt ou tard, il devrait répondre.